Cette année, on marque les 50 ans des émeutes de Stonewall. Donc, ce soir, on souligne ces événements-là qui ont été un tournant majeur dans l'histoire de la lutte pour les droits des personnes LGBTQ. C'est des émeutes que, comme Simon a dit, ont eu lieu le 28-29 juin 1969 au bar Stonewall dans la ville de New York. Jusqu'à ce moment-là, les groupes de défense des droits des LGBTQ étaient très petits. Et ils se contentaient d'actions à petite échelle, mais après Stonewall, le militantisme a attiré des milliers de gens et il y a eu des manifestations de masse en défense des droits LGBTQ qui ont commencé à être organisées. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, c'est la célébration de l'anniversaire des émeutes de Stonewall qui a créé la tradition de la marche de la fierté, une tradition qui se poursuit encore aujourd'hui dans tous les pays. Donc, depuis ces événements-là, le mouvement LGBT a fait des gains substantiels, mais on est encore loin d'avoir éliminé l'oppression et les préjugés, même dans les pays qui sont considérés avancés en termes de droits civiques et d'opinion publique concernant les minorités sexuelles. La discrimination imprègne tous les aspects de la vie, que ce soit à l'école, le travail, l'accès à un logement, etc. Selon une étude de 2017, les personnes LGBTQ ont 120% plus de chances d'être sans abri que les personnes hétérosexuelles. De plus, selon le rapport de 2017 d'un organisme de recherche qui est le GLSEN, 70,1% des étudiants LGBTQ ont subi du harcèlement verbal à l'école, basé sur leur orientation sexuelle. Pour la première fois depuis 2007, cette année, l'intimidation à l'école basée sur l'expression sexuelle ou l'orientation sexuelle est demeurée stable ou a augmenté. Selon le Williams Institute, les personnes LGBTQ ont un taux de chômage presque 2 fois plus élevé que les personnes non LGBT. Et 27% d'entre eux souffrent d'insécurité alimentaire contre 15% pour les non-LGBT. Donc, ces statistiques-là démontrent bien que la lutte est vraiment loin d'être finie. Donc, aujourd'hui, partout dans le monde, on voit des jeunes, des travailleurs se radicaliser par l'oppression qu'ils vivent ou en voyant comment tel ou tel groupe est discriminé ou opprimé. Donc, pour nous, à la riposte socialiste, la lutte contre l'oppression sous toutes ses formes est une priorité absolue. Donc, pour mettre fin à ces oppressions, c'est important d'étudier les luttes du passé pour en tirer les leçons et les appliquer pour pouvoir arriver à en finir avec l'oppression une fois pour toutes. Donc, c'est ça l'intérêt qu'il y a pour nous à étudier des événements comme les émeutes de Stonewall de 1969. Mais pour bien comprendre les événements de Stonewall, il faut reculer dans le temps et regarder l'histoire du mouvement pour les droits LGBTQ dans le passé. Donc, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais au 19e et au 20e siècle, au sein du mouvement ouvrier, on demandait la décriminalisation de l'homosexualité. Donc, en 1898, le Parti social-démocrate allemand, qui était le plus grand parti socialiste au monde, avait supporté au Parlement allemand une pétition soumise par le médecin Magnus Hirschfeld pour décriminaliser l'homosexualité. Donc, malgré qu'à l'époque, la vraie nature de l'homosexualité n'était pas encore connue, l'attitude des communistes était de lutter contre toutes les formes d'oppression existantes. Donc, en 1917, comme vous le savez probablement, il y a eu la Révolution russe. En octobre 1917, les travailleurs ont pris le pouvoir en Russie à travers leur organisation qui s'appelait les Soviets, qui sont des conseils d'ouvriers et de soldats. Donc, ils étaient menés par le Parti bolchevique, qui est une organisation marxiste, qui voulait mener la lutte pour une société socialiste. Donc, en 1918, ils ont aboli les anciennes lois oppressives de la Russie, qui était une monarchie jusque-là. Et en 1922, quand les bolcheviks ont établi un nouveau code criminel, ils ont décidé consciemment de décriminaliser l'homosexualité, qui était un crime dans l'Ancien Régime. Donc, les bolcheviks comprenaient que les gens qui défendent le système capitaliste ont tout intérêt à entretenir des divisions entre les travailleurs sur des questions de genre, de nationalité, d'orientation sexuelle ou autre. Donc, les bolcheviks voulaient donc mettre fin à toute forme d'oppression et qu'aucun groupe social, peu importe lequel, soit discriminé d'une quelconque façon. Donc, la position des bolcheviks, c'était que la sexualité relève de la sphère privée de la vie et dû à ce fait, ça ne devrait pas être réglementé, donc à moins que ça cause du mal à autrui. Donc, et ça avait été fait des décennies avant les pays capitalistes avancés. Par exemple, au Canada, l'homosexualité n'a été décriminalisée qu'en 1969. Malheureusement, en Russie, au milieu des années 20, le contrôle de la société n'était plus dans la main des travailleurs. Donc, la Russie avait été détruite par la guerre mondiale et la guerre civile. Donc, les travailleurs étaient épuisés et affamés.
Et les conditions de misère ont fait que de plus en plus, le contrôle de l'État est tombé dans les mains d'une clique de bureaucrates, des gens qui étaient détachés des conditions des travailleurs. Et Staline, c'est le principal dirigeant de cette clique-là. Et il y avait même des anciens fonctionnaires de l'époque du tsar qui avaient commencé à prendre le contrôle. Et ces gens avaient généralement une vision très rétrograde. Ils étaient encore remplis des préjugés de l'Ancien Régime. Et sur la question des droits des minorités, ça a culminé en 1934, quand Staline a décidé de recriminaliser l'homosexualité dans l'Union soviétique. Et ce geste homophobe était notamment justifié par le fait qu'il justifiait ça comme le fait que les homosexuels étaient supposément contre-révolutionnaires. Donc l'attitude du stalinisme envers l'homosexualité s'est ensuite répandue dans les partis communistes partout dans le monde et ils ont éventuellement abandonné la défense des minorités sexuelles. Donc, suite à ça, à cause de l'homophobie des staliniens, le mouvement pour le droit LGBTQ a été séparé du mouvement communiste et le reste du mouvement ouvrier n'avait pas une meilleure position non plus. Aux États-Unis, par exemple, sous le McCarthyisme, il y avait une chasse aux sorcières contre les homosexuels. Les homosexuels étaient considérés comme une menace à la sécurité pour leur soi-disant manque de stabilité émotionnelle et la faiblesse de leur fibre morale. Je cite ce que le gouvernement disait. Et il faut donc les purger du gouvernement américain. Mais les homosexuels qui étaient persécutés par le gouvernement avaient reçu aucune aide des syndicats. Donc, avant Stonewall, les syndicats ignoraient en général la question de l'oppression des LGBT. Donc, c'est dans ce contexte-là un peu que le mouvement homophile, qui est le terme qui était utilisé à l'époque, a fait son apparition dans les années 50 aux États-Unis. Donc, le mouvement ne se préoccupait pas vraiment de la politique. C'était un mouvement qui était déterminé à lutter pour des droits LGBT en démontrant que l'homosexualité n'était pas une menace à la société capitaliste et à la famille nucléaire bourgeoise. Donc, ironiquement, c'était un communiste, Harry Hay, qui a fondé en 1950 une des premières organisations de défense des droits homosexuels aux États-Unis, ce qui s'appelle la Société Mattachine. Harry Hay était membre du Parti communiste des États-Unis, qui, à l'époque, n'acceptait pas les homosexuels comme membres. Donc, il a fini par lui-même proposer son expulsion afin de pouvoir continuer de militer dans le mouvement homophile. Donc, c'est vraiment important de souligner que l'attitude des communistes staliniens à l'époque est vraiment un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Les communistes ont vraiment manqué la chance d'être l'avant-garde du mouvement LGBT et de montrer la voie à suivre en démontrant de la solidarité, en fait. Donc, la Société Mattachine, c'était vraiment la principale organisation dans le mouvement, mais elle comptait seulement 230 membres à la fin des années 1950. Donc, c'était quand même une petite organisation et c'était vraiment pas une organisation qui était homogène. Donc, différents membres avaient une perspective différente de quelle forme la lutte devrait prendre. Donc, certains militaient pour des méthodes combatives, alors que d'autres pensaient qu'il fallait être modéré pour convaincre les politiciens libéraux que l'homosexualité est socialement acceptable. Donc, comme dans n'importe quel mouvement, il y a toujours une couche du mouvement qui tente d'empêcher le mouvement d'aller trop loin et de défier le système capitaliste en entier et ses représentants politiques. Donc, parmi la couche de gens dans l'organisation Mattachine qui mettait de l'avant une approche modérée, il y avait un certain Curtis Dewey de New York qui proposait que le mouvement doit être mené par des piliers de la communauté. Et la raison étant que des individus positionnés stratégiquement peuvent en faire davantage pour changer l'opinion publique dans la prochaine décennie que beaucoup plus de personnes choisies au hasard dans la société peuvent faire. Donc, on voit ici un peu l'approche d'essayer de changer le système de l'intérieur, donc d'essayer d'avoir des personnalités qui changent l'opinion publique. Et on verra par la suite comment les émeutes de Stonewall ont vraiment démontré dans la pratique qu'ils avaient tort. Parce que ce n'est pas quelques individus bien placés qui ont fait avancer le mouvement, mais plutôt une émeute très radicale qui est devenue un mouvement de masse, qui a été mené par les opprimés eux-mêmes et non des gens bien placés. Donc, en plus de ne pas avoir une perspective unifiée de comment mener le mouvement de l'avant, un des plus grands obstacles, en fait, au militantisme à cette époque-là, c'était la répression contre les personnes LGBTQ. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne souhaitaient pas militer ouvertement pour leurs droits, simplement de peur d'être découvertes et que leur sécurité soit à risque, en fait. Donc, je vais revenir sur l'état dans le fond, de la répression policière. Mais
juste faire un point sur l'époque, dans le fond, le contexte mondial dans lequel ces événements-là ont eu lieu. Donc, c'est pas un hasard que les événements de Stonewall ont eu lieu après une année qui était marquée de révolution et de mouvements de masse. Donc, en 1968, il y a eu mai 68 en France, il y a eu des mouvements de masse au Mexique, au Pakistan, le printemps de Prague. Même au sein des États-Unis, il y avait la montée du mouvement contre la guerre du Vietnam, il y avait le mouvement des droits civiques. Donc, à travers le monde et aux États-Unis, il y avait vraiment un sentiment anti-establishment qui grandissait chez les travailleurs et les groupes opprimés, qui commençaient à en avoir marre du statu quo et qui apprenaient avec ces mouvements de masse-là, les gens commençaient à voir que les masses peuvent réellement changer les choses. Donc, c'est ça. Et là, aux États-Unis, la répression policière des personnes LGBTQ ne faisait que nourrir ce sentiment anti-establishment dans la communauté. C'était pratiquement impossible de vivre ouvertement en tant que personne homosexuelle ou trans, puisqu'elle serait à risque d'être arrêtée. Les policiers allaient même jusqu'à piéger des gens en s'habillant en civil pour faire des avances à des gens qui étaient soupçonnés d'être gays ou trans pour ensuite les arrêter. Entre 1959 et 1963, il y a eu entre 1000 et 1300 personnes qui étaient arrêtées annuellement à New York pour activités sexuelles. Si quelqu'un portait moins de 3 morceaux de vêtements associés à son genre attribué à la naissance, il pouvait aller en prison. Donc, ça veut dire, c'est vraiment dégueulasse, ça signifie que les policiers pouvaient demander de vérifier le sexe d'une personne soupçonnée de ne pas être habillée selon son genre. Et c'était vraiment terrible. C'était même illégal jusqu'en 1966 de danser avec quelqu'un du même genre et les bars n'avaient pas le droit de servir de l'alcool aux personnes homosexuelles. Donc, j'ai pas trouvé de données au niveau de la brutalité policière parce qu'il n'y en avait pas de disponible avant 1969, mais on peut s'imaginer que dans un contexte comme ça, c'est facile de s'imaginer que c'était très commun que les policiers brutalisent les gens. Donc, c'est ça. Donc, dans ces circonstances-là, les raids policiers étaient fréquents dans les bars gays. Donc, en 1959, la State Liquor Authority avait fermé une douzaine de bars à New York seulement en 1 an pour avoir servi de l'alcool à des homosexuels. Donc, c'est ça. Malgré que les raids étaient fréquents, les bars gays étaient souvent le seul refuge pour les personnes LGBTQ. Le Stonewall Inn était un bar qui était un bar un peu miteux, contrôlé par la mafia, où les drinks étaient trop chers et dilués. Mais c'était un endroit qui était fréquenté par les gens de la communauté qui avaient nulle part d'autre où aller. C'était fréquenté par des travailleurs du sexe, des personnes pauvres, des gens dans la rue. C'était vraiment... Puis aussi, c'était le seul bar à New York qui permettait aux hommes gays de danser entre eux. Et c'était un des 2 seuls bars dans la ville qui laissait des drag queens rentrer. Donc, ça peut juste indiquer à quel point les gens n'avaient pas de place où aller. Donc, comme j'ai dit plus tôt, les raids dans les bars gays étaient assez fréquents. Les policiers allumaient de la lumière soudainement pour essayer d'attraper les gens dans l'acte de danser avec quelqu'un du même genre. Mais malgré que c'était quelque chose qui se faisait de manière commune, les émeutes de Stonewall ont été déclenchées par un raid qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, avant le raid en question, qui avait provoqué les émeutes, il y avait déjà eu un premier raid au Stonewall le 24 juin 1969, où les policiers supposément tentaient de trouver des preuves contre la mafia. Donc déjà, ce premier raid-là avait engendré beaucoup de frustration dans la communauté. Les gens commençaient à être tannés de la répression policière. Donc là, les policiers sont revenus le 28 juin 1969. Les policiers avaient eu comme instruction de faire fermer le bar de manière définitive. Donc, ils ont fait un raid dans ce but-là. Il y avait à peu près 200 personnes dans le bar ce soir-là, quand les policiers sont arrivés. Pour les policiers, c'était un raid comme un autre, mais ça n'a pas été le cas. Les gens commençaient à être vraiment écœurés des méthodes brutales et humiliantes de la police. Donc, la police a commencé à mener à des arrestations des personnes présentes. Ils les ont malmenées. La police a même essayé d'amener certaines personnes présentes aux toilettes pour vérifier leur sexe, pour s'assurer qu'elles étaient habillées selon leur genre, qui leur était assigné à la naissance. En plus de ça, les témoins ont rapporté que les policiers maltraitaient les gens arrêtés en les jetant violemment en dehors du bar ou dans les fourgons de police. Donc, rendu là, il commençait à avoir une foule qui se formait à l'extérieur du bar. Donc, il y avait des gens de la communauté qui étaient là, les gens qui s'étaient fait sortir du bar. Ils commençaient, et en voyant la scène des policiers qui abusaient de leur pouvoir, certains dans la foule ont commencé à lancer des pièces de monnaie sur la police. Et là,
Et là, selon les témoins, il y avait une lesbienne qui avait été arrêtée dans le bar et qui se faisait vraiment pousser violemment vers un fourgon de police. Et lorsqu'elle s'est plainte que ses menottes étaient trop serrées, elle s'est tournée vers la foule pour leur demander mais pourquoi vous faites rien. Et c'est suite à ça que la situation a escaladé. Donc, rendu là, la foule avait maintenant 500-600 personnes et dépassait en nombre les policiers. Donc, ils ont commencé à lancer de plus en plus de choses. Donc, ils sont passés des pièces de monnaie à lancer des bouteilles de bière, du pavé et même une brique a été lancée. Donc, les personnes LGBTQ ripostaient finalement après des années d'oppression et d'humiliation. Donc, sous la pluie de projectiles, les fourgons de police sont partis et les policiers ont dû se battre en retraite à l'intérieur du Stonewall Inn et se barricader à l'intérieur. Il commençait à avoir des passants qui commençaient à se joindre à la foule. Donc, ce n'était pas nécessairement tous des gens de la communauté LGBTQ, mais il y avait des gens qui venaient des établissements avoisinants du quartier, venus voir qu'est-ce qui se passait. Mais il y a beaucoup de gens qui sympathisaient avec la frustration contre la police, puisque nombre d'entre eux avaient aussi été victimes d'injustice par la police. Donc, les gens ont commencé à lancer des trucs à travers la fenêtre du Stonewall une fois que la police s'est retirée à l'intérieur. Donc, la foule grandissante a commencé à lancer d'autres bouteilles de bière, des poubelles, tout ce qui leur tombait sous la main. Les gens avaient finalement une chance d'évacuer toute la frustration accumulée contre la police. Donc, comme l'a dit un participant à l'émeute, dans le mouvement des droits civiques, nous fuyons la police. Dans le mouvement pour la paix, nous fuyons la police. Ce soir-là, c'est la police qui nous fuyait, nous, le bas-fond de la société. Donc, finalement, ça a été la police anti-émeute qui est venue en aide aux policiers pour mettre fin à la commotion. C'était le premier soir. Donc, la journée suivante, le Stonewall Inn a rouvert ses portes en après-midi. Entre-temps, il y avait mis des panneaux là, où ils avaient brisé les fenêtres, puis il y avait des slogans qui avaient été écrits sur les panneaux comme « Soutenez le pouvoir gay »,« Allez les filles », la prohibition gay corrompt, les policiers nourrissent la mafia. Donc, spontanément, il y a une foule de quelques milliers de personnes, ben, quand je dis quelques milliers, de 2-3 000 personnes qui sont rassemblées spontanément à l'ouverture du bar à l'extérieur. Il y avait des gens qui traditionnellement ne défendaient pas les personnes LGBT ou peut-être qui étaient indifférents ou peut-être même qui avaient des préjugés, mais ils sont venus en soutien quand même parce qu'ils se battaient contre un ennemi commun qui était la police. Évidemment, avec la foule qui s'accumulait, les policiers ne se sont pas fait tarder. Ils ont débarqué avec le Tactical Patrol Force, qui était une force réactionnaire qui était surtout utilisée à l'époque contre tout mouvement progressif, comme des rassemblements pour les droits civiques, des manifestations contre la guerre du Vietnam. C'était eux qui venaient casser la gueule des manifestants. Donc, c'est eux qui ont été envoyés à l'émeute à Stonewall. Et justement, ça n'a pas pris longtemps pour que ça vire à l'émeute encore. Donc, les gens dépassaient en nombre les policiers, encore une fois, et c'était des attroupements de gens qui chassaient la police dans les ruelles et qui ont fini par chasser la police complètement du quartier. Les gens commençaient à donner des tracts, pas de police dans nos quartiers. Donc, vous pouvez vous imaginer la scène un peu des milliers de gens qui lancent des projectiles sur la police en scandant des slogans comme « Pouvoir gay »,« Nous voulons la liberté », Christopher Street appartient aux reines, égalité pour les homosexuels. C'était du jamais vu. Christopher Street, en passant, c'est le nom de la rue sur laquelle le Stonewall Inn était. Donc, il y a eu des émeutes comme ça, surtout les 2 premiers jours, mais ça a continué pendant 6 jours à différentes intensités. Donc, c'est ça. Puis ça a vraiment joué un grand rôle à sortir la police de ces quartiers-là. Donc, même si éventuellement c'est des émeutes, donc ça ne peut pas durer pour toujours, même si les émeutes sont terminées, ils ont changé l'histoire de la lutte pour les droits LGBT. Donc c'est un événement qui a marqué le moment où les personnes LGBT ont décidé qu'elles en avaient assez et qu'elles allaient riposter. Donc je vais citer un participant qui a dit « Nous avons été harcelés simplement parce que nous avions du plaisir, sans faire de mal à quiconque. Eh bien, les émeutes gays signifient que nous n'en accepterons pas davantage. » Donc, c'est ça. Et une autre chose importante qui a fait que ces émeutes étaient vraiment un événement marquant, c'est que c'était pas un mouvement qui était seulement la communauté qui participait. Les personnes LGBT avaient été jointes par les personnes pauvres, opprimées, la communauté noire. Ils sont venus en leur support parce que c'était les seuls qui ont riposté contre la brutalité policière qui était très prévalente à l'époque. Et ça avait inspiré beaucoup de gens, surtout pour dans le fond, comme j'ai dit, qui sont victimes de répression, de violences policières régulièrement. Donc, même si c'était des gens qui avaient des préjugés, donc le choix dans cette situation-là, c'était entre le camp des policiers
ou des personnes LGBT, et pour la plupart, c'était pas un choix difficile. Donc, c'est vraiment aussi un événement qui a appris aux gens qu'ils ne sont pas seuls et qu'ensemble, ils représentent une force qui peut défier le statu quo et qui peut, dans le fond, riposter contre la brutalité policière. Et ça, comme j'ai dit, ça a vraiment changé le mouvement LGBT. Donc, suite aux émeutes, il y a des nouvelles organisations militantes qui ont été créées, qui étaient beaucoup plus radicales que ceux qui avaient existé par le passé. Et dans les organisations existantes, leur méthode était remise en question. Donc, par exemple, au sein de la société Mattachine que je mentionnais plus tôt, donc le chapitre à New York, il y avait une couche de militants qui avait été radicalisée par ces événements-là, qui voulaient que le mouvement soit plus combatif, en s'alliant à d'autres mouvements dans la gauche, comme la lutte contre l'oppression des Noirs ou contre la guerre du Vietnam. Et ils ont créé un comité d'action, dans le fond, pour organiser cette solidarité-là. Malheureusement, la direction de l'organisation, dont un dénommé Dick Litch, était très conservateur, et ils expliquaient que le mouvement doit conserver la faveur de l'establishment. Donc, plus tard, ces dirigeants conservateurs de la société Mattachine se sont même prononcés contre une journée de commémoration des émeutes de Stonewall. Donc, et la raison était qu'ils avaient peur de perdre leurs alliés libéraux sur le conseil municipal de New York. Donc, encore une fois, on a une leçon intéressante ici. On peut voir comment le mouvement LGBTQ, c'est pas un mouvement homogène. Donc, comme dans n'importe quel mouvement, il y a tout le temps une couche de gens qui veulent pas remettre en question l'establishment, qui veulent pas s'attaquer au système capitaliste, mais il y a aussi des couches qui ont intérêt à lier la lutte contre telle ou telle oppression à la lutte contre l'exploitation et le système capitaliste en entier. Donc, c'est pareil dans le mouvement, par exemple, pour l'émancipation des femmes. Est-ce que Hillary Clinton a les mêmes intérêts que les infirmières, les enseignantes qui rentrent en grève? Non. Hillary Clinton a soutenu des coups d'État quand elle était secrétaire d'État américaine. Elle a défendu une politique étrangère qui a plongé des millions de femmes dans la misère et la pauvreté. Loin d'utiliser son poste de pouvoir pour aider à lutter contre l'oppression des femmes, elle a défendu un système qui gardait leur oppression en place, en fait. Et c'est pourquoi nous, les marxistes, on défend une perspective de classe, parce qu'en fait, compte, c'est la position de classe d'une personne qui détermine ses intérêts et les idées qu'elle va défendre. Donc, pour revenir à la société Mattachine, donc face à la direction qui était très conservatrice, la couche la plus radicale s'est séparée pour fonder le Gay Liberation Front, qui est le Front de libération gay, que je vais référer à ça comme le GLF. Donc, dans leur manifeste, le GLF se décrit comme suit. « Nous sommes un groupe révolutionnaire d'hommes et de femmes formés avec la réalisation que la libération sexuelle complète pour tous ne peut être atteinte que si les institutions sociales existantes sont abolies. Nous rejetons la tentative de la société d'imposer des rôles sexuels et des définitions de notre nature. Comme tout le monde, nous sommes traités comme des marchandises. Nous nous faisons dire quoi ressentir, quoi penser. Nous nous identifions avec tous les opprimés, la lutte vietnamienne, le tiers-monde, les Noirs, les travailleurs, tous ceux qui sont opprimés par cette conspiration capitaliste pourrie, sale, vile. » Donc, comme ce manifeste-là le démontre, le GLF était une organisation très radicale. Même l'utilisation de l'expression front de libération, c'était une référence à des fronts de libération nationales comme l'algérienne et vietnamienne. Et même pour l'époque, juste l'utilisation du mot gay dans leur nom était très audacieux pour l'époque. Bon, je vais te de l'eau. Donc, comme je l'avais mentionné plus tôt, cette radicalisation vers la gauche au sein du mouvement LGBTQ n'est pas venue de nulle part, mais s'inscrivait dans un contexte de vague de radicalisation globale, avec tous les différents mouvements de masse qui avaient lieu dans les années 60-70. Donc, les travailleurs et la jeunesse commençaient à en venir à la conclusion que le capitalisme et les différentes formes d'oppression sont reliés et que pour lutter contre l'oppression, il faut lutter contre le capitalisme. Donc, et comme j'ai dit, il y a certains dirigeants du GLF qui en étaient arrivés à ces mêmes conclusions-là. Mais malheureusement, le GLF a fini par se dissoudre en 1972. Donc, il y avait beaucoup de conflits internes au sein de l'organisation et ils ont fini par se séparer en plusieurs petits groupes qui étaient basés sur telle ou telle identité. Mais un des gros problèmes qu'ils avaient, c'est que l'organisation n'avait pas une idée claire ou une méthode claire de comment combattre l'oppression ou même le capitalisme. Ils ne savaient pas comment lier cette lutte à la lutte contre le capitalisme qui divise et opprime tous les travailleurs. Donc,
malgré ça, l'impulsion qui a été donnée par Stonewall a donné lieu à la tradition de la marche de la fierté qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Donc, la première marche était une commémoration des émeutes de Stonewall. Donc, initialement, c'était une marche super radicale. Il n'était pas question du tout que des policiers y participent. Donc, même si une organisation voulait participer ou avoir un contingent à la marche, il était exigé qu'ils dénoncent la guerre du Vietnam ou ils n'avaient pas le droit de participer à cette marche-là. Donc, si on compare les origines de la fierté à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est vraiment méconnaissant. Donc, aujourd'hui, Pride est devenu non seulement comme une énorme fête de rue, mais également une gigantesque publicité pour les grandes entreprises. Donc, il y a les banques, les grandes compagnies qui ajoutent l'arc-en-ciel à leur logo et commandite Pride, qui est commandité par des organismes comme Google ou Walmart. Donc, selon une firme de communication spécialisée dans la diffusion auprès des personnes LGBTQ, qui est Wittek Communications, donc le pouvoir d'achat des personnes LGBTQ aux États-Unis est d'1 billion de dollars. Donc, on voit ici l'intérêt matériel pour les grandes entreprises de s'associer à la Pride. On voit aussi de plus en plus de politiciens bourgeois qui essaient de s'associer à la Pride pour se mettre un visage progressiste. Mais les gens peuvent voir l'hypocrisie. Par exemple, Justin Trudeau qui participe à la Pride, mais il n'a aucune scrupule à vendre des armes à un pays comme l'Arabie Saoudite où l'homosexualité est passible de la peine de mort. Il y aurait d'autres exemples de politiciens qui participent à la marche, mais qui implantent des mesures d'austérité, par exemple, qui affectent grandement les LGBTQ. Donc, comme on a vu, l'émeute de Stonewall était une réaction contre la brutalité policière. Le sens originel de la manifestation de la Pride, c'était lutter contre la discrimination par l'État, les brutalités policières et l'oppression. Mais aujourd'hui, la police a même son propre contingent dans certaines parades de Pride. Donc, il y a certains qui disent que l'enjeu des affrontements entre la police et la communauté LGBT sont un enjeu du passé, alors que c'est vraiment loin d'être le cas. En 2018, par exemple, si je vais donner juste un exemple, à la Pride de Philadelphie, une femme transgenre, Rihanna Ségin, avait été arrêtée et détenue dans une prison pour hommes. Cette année, à Toronto, lorsqu'il y avait eu des groupes d'extrême droite qui organisaient une contre-manif à la Pride, la police était présente en grand nombre pour défendre les manifestants de droite et il y en a même qui ont attaqué des militants qui les bloquaient pour les empêcher de perturber la marche. Donc, ça, c'est juste quelques exemples que je donne, mais il y a des exemples infinis qui montrent le caractère réactionnaire que la police joue encore aujourd'hui et leur caractère oppressif, en fait. Donc, qui démontre que les policiers n'ont pas leur place dans le mouvement. Donc, je pense que c'est important qu'il faut qu'on ramène la Pride à ses origines militantes. On a déjà vu un début de ça dans les récentes années avec les policiers qui ne sont plus les bienvenus, par exemple, dans la Pride de Toronto depuis 2016. En 2018, il y a la Pride Society of Edmonton qui a accepté de désinviter la police, l'armée, la GRC des parades futures. Et j'espère que c'est un moment qui va se propager parce que les policiers n'ont pas leur place là-dedans. Donc, avec les années, on voit à quel point la fierté a grandi en popularité et qu'il y a un changement dans l'opinion publique au sujet des personnes LGBT comparé au début du mouvement. Depuis les années 2000, il y a de plus en plus de pays qui passent des lois contre la discrimination ainsi que pour des droits civils, allant du mariage entre personnes du même genre à l'union civile. Donc, c'est des conquêtes qui sont importantes et qui ont pu être accomplies grâce à la pression constante des militants des droits LGBT, mais en même temps qu'il y a eu des avancées. Même aujourd'hui, les droits fondamentaux des LGBTQ sont menacés. Comme par exemple, en ce moment, en Alberta, le gouvernement conservateur essaie de passer une loi qui permettrait aux professionnels de la santé de refuser des soins de santé à des personnes qu'ils ressentent qui contrevient à leur religion ou à leurs valeurs. Donc, ça pourrait restreindre grandement l'accès à des soins de santé pour des personnes LGBT. Puis, il y a d'innombrables exemples comme ça. Trump aussi a mis en mesure des lois transphobes. Donc, non seulement il y a ce type d'attaque-là directe, mais aussi l'austérité affecte les personnes LGBT de manière disproportionnée. Donc, il y a un rapport de 2013 par l'organisme Nansen Social Research, qui est basé au Royaume-Uni, qui a constaté que les principaux moyens par lesquels l'austérité affecte les personnes LGBT comprend de plus grandes difficultés financières suite au licenciement, aux réductions de salaire réelles à long terme et au changement des prestations sociales, des problèmes pour trouver un logement où ils pourraient se sentir en sécurité. Donc, une réduction dans les services de santé sexuelle et de santé mentale répondant à leurs besoins spécifiques. Et
Donc, ultimement, l'émancipation des LGBT est liée à la lutte pour des bons emplois, des logements abordables et contre les coupures dans les services sociaux. Donc, comme je l'ai dit, on a eu des avancées pour les personnes LGBTQ à travers les années, mais c'est important de souligner que ça a commencé avec les émeutes de Stonewall. Ça démontre comment c'est les mouvements de masse et l'action collective qui font avancer l'histoire. Aujourd'hui, comme j'ai dit, la Marche de la Fierté, c'est devenu un événement massif, mais malgré les nombres impressionnants, il y a des fois il y a des centaines de milliers de gens qui sont là. La discrimination, les préjugés, l'homophobie, la transphobie persistent encore dans la société. C'est parce que la mobilisation de masse, c'est une chose, mais c'est pas suffisant pour faire des gains, en fait. C'est nécessaire que le mouvement ait un programme, des idées et des méthodes pour pouvoir gagner. Comme j'ai dit, on a vu, suite aux émeutes de Stonewall, il y a eu beaucoup de militants, dont les membres du GLF, qui avaient compris que leur oppression était due au système capitaliste. Donc, le capitalisme, c'est un système qui est conçu pour qu'une minorité s'approprie la majorité de la richesse dans la société, alors que la majorité se bat entre eux pour des miettes. Et dans le fond, pour pouvoir garder les choses comme ça, le capitalisme repose sur l'oppression de différents groupes. Les capitalistes ont intérêt à ce que des groupes soient opprimés. Si on peut moins payer les femmes, les immigrants, les Noirs, les LGBTQ, ça crée une pression à la baisse sur les salaires de tout le monde. Et les travailleurs, au lieu de s'unir contre leurs patrons, sont incités à considérer les immigrants, les LGBT, les femmes comme le problème. Donc, c'est pourquoi nous pensons qu'il faut lier la lutte contre l'oppression à la lutte contre le système capitaliste. Ça ne veut pas dire que la journée que le capitalisme sera renversé, l'oppression va disparaître du jour au lendemain. Mais tant qu'on vit sous ce système, les profits vont passer avant les besoins des gens. Donc, il y aura des coupes dans les services sociaux, dans le logement, dans la santé, et c'est toutes des mesures qui affectent avant tout les groupes les plus opprimés. Donc, en nationalisant les grands leviers de l'économie, on pourrait utiliser ces ressources-là pour satisfaire le besoin de tout le monde. Une fois que les moyens de production de la société seraient dans les mains de la classe ouvrière dans son ensemble, on pourrait offrir des salaires, des conditions de travail, des logements, des soins de santé qui seront décents pour tout le monde. Le contrôle démocratique des établissements scolaires, par exemple, et des milieux de travail nous permettrait de lutter contre la discrimination et les préjugés en offrant une éducation sexuelle complète et inclusive. Ça nous mettrait aussi, ça ferait aussi que ceux qui sont en position de direction ou d'enseignement soient tenus responsables et rendent des comptes. Donc, les personnes LGBTQ pourraient recevoir toutes les ressources nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces personnes-là. Donc, pour ce faire, nous devons faire comme les participants de Stonewall et lier notre lutte à d'autres mouvements. Et c'est à travers l'unité de toutes les couches opprimées de la classe ouvrière que nous vaincrons.